Bonjour Valérie. Alors, j'ose encore vous présenter, même si je ne sais pas si c'est très utile, vous avez une grande notoriété, mais vous êtes donc climatologue, directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, au CEA Paris-Saclay, et vous êtes encore pour quelque temps coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC. Et nous sommes vraiment très honorés, très heureux de votre présence ce matin. J'espère que vous avez eu le temps de vous remettre après ces longues séances pour l'approbation du rapport de synthèse du 6e cycle d'évaluation du GIEC, je dis la formule entière, donc qui prend les résultats scientifiques entre 2015 et 2023. Vous allez bien sûr nous en parler, je vous laisse la parole. J'ajouterai effectivement que après avoir présenté l'état des lieux, un petit mot sur la façon dont vous voyez les choses dans la relation entre une écologie scientifique que vous portez avec beaucoup de talent et l'écologie politique, et pour s'adresser à tous ceux et celles ici qui en sont les dépositaires. Merci, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ah, il faut monter le bouton là. Voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce que je voulais présenter, c'est quelques-uns des messages clés de ce rapport de synthèse du GIEC, qui s'appuie sur 3 rapports spéciaux, 2018-2019, 3 rapports complets, 2021-2022. Rendre hommage au travail de plus de 1000 auteurs de ces rapports qui ont examiné près de 85 000 publications scientifiques, les milliers de relecteurs, près de 300 000 commentaires pris en compte, et puis 133 heures d'approbation la semaine dernière, avec ce socle scientifique clair, solide, sans concession, qui est reconnu par les représentants de tous les pays. Alors, les 3 messages pour moi importants, c'est la gravité de la situation actuelle, l'urgence à porter des transformations de fond. Le président du GIEC a utilisé le terme d'espoir, moi je préfère le terme de courage pour agir à hauteur des enjeux. Donc premier volet, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc sur la diapo suivante. Donc il faut souligner une action pour le climat qui monte en puissance. Une baisse régulière d'émissions de gaz à effet de serre dans une vingtaine de pays, y compris en tenant compte du commerce mondial. Près de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le périmètre de politiques publiques, des progrès dans la planification de l'adaptation et sa mise en œuvre, mais des réponses fragmentées, des limites qui sont déjà franchies, un décalage croissant par rapport aux besoins d'adaptation et des maladaptations, c'est-à-dire des réponses immédiates qui posent des questions d'équité, qui peuvent être néfastes pour les écosystèmes, et qui n'ont pas un cadre clair d'évaluation. Des flux financiers qui sont insuffisants, plutôt orientés vers la baisse des émissions de gaz à effet de serre que l'adaptation, et qui manquent largement, notamment dans les pays en développement. Toujours sur la même diapositive, donc des politiques publiques dont on sait qu'elles fonctionnent, qui ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année dans le monde. Certaines solutions technologiques qui changent d'échelle, notamment les énergies renouvelables, les batteries, avec une baisse des coûts et une augmentation des capacités installées, avec, comme pour tous les secteurs, la question de porter des transitions justes qui anticipent les reconversions et les besoins d'emploi. Des solutions qui sont abordables avec une acceptabilité forte, notamment l'efficacité énergétique, la maîtrise de la demande ou la réduction du gaspillage alimentaire. Et enfin également une avancée sur le verdissement de villes, un ralentissement de la déforestation nette. Mais malgré cela, et c'est important de souligner les efforts déjà mis en place, le rythme, l'ampleur des actions mises en œuvre et des engagements actuels sont insuffisants pour limiter les risques liés au changement climatique. Diapo suivante. Donc je rappelle, le réchauffement observé au niveau planétaire, si l'on regarde la décennie la plus récente qui s'arrête l'année dernière, il atteint maintenant 1,15 degré de réchauffement, donc 2 ans de plus que le rapport de 2021. On est passé de 1,1 à 1,15 degré de réchauffement qui se poursuit. Ce réchauffement est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Premier facteur, le cumul des émissions de CO2,
tant que le cumul des émissions mondiales de CO2 continuera à augmenter, le réchauffement se poursuivra. Pour limiter le réchauffement, il est critique d'aller vers des émissions de CO2 égales à zéro net. Deuxième facteur, les émissions de méthane, gaz à effet de serre puissant à courte durée de vie, qui contribue aussi à dégrader la qualité de l'air via son rôle dans la formation d'ozone de surface. Et on voit l'enjeu à articuler les politiques publiques pour le climat et pour la qualité de l'air. Donc ce sont les conséquences de tendances non soutenables, l'utilisation de l'énergie, des terres, des modes de consommation, de production non soutenables, des styles de vie non soutenables, avec des contributions qui, historiquement et actuellement, sont très inégales. Je rappelle que 10% des ménages dans le monde pèsent pour quasiment 40% des émissions de gaz à effet de serre, beaucoup d'entre eux dans les pays développés, alors que la moitié de la population mondiale, souvent dans des contextes hautement vulnérables, ne représente que 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et l'accès à une énergie moderne et propre pour ces personnes qui manquent de l'accès de base aux services nécessaires pour vivre décemment n'aurait que peu d'effet sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Diapo suivante. Alors, les communautés vulnérables, qui ont le moins contribué au réchauffement actuel, sont affectées de manière disproportionnée. Cette figure, elle vous montre sur l'axe horizontal les émissions par personne dans différents pays du monde, un rond c'est un pays, de gaz à effet de serre aujourd'hui, et sur l'axe vertical, un indice de vulnérabilité. Et 3,5 milliards de ces personnes qui ont très peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre historiques ou actuelles, vivent dans des contextes de vulnérabilité élevée. On a également la moitié de la population mondiale qui fait face au moins à un moment de l'année à de graves pénuries d'eau. Donc cette dimension de vulnérabilité, elle est extrêmement importante à prendre en compte dans toutes les dimensions d'analyse de risque, mais aussi de réponse face au changement climatique. Diapo suivante. Donc l'interaction entre les aléas qui s'intensifient du fait de l'influence humaine sur le climat, chaleur extrême, montée du niveau de la mer, recul des glaciers, intensification des pluies extrêmes, intensification des conditions propices aux incendies ou intensification des sécheresses agricoles, se combine avec l'exposition, avec les vulnérabilités que j'ai brièvement introduites et conduisent à une généralisation d'impacts graves, de pertes et dommages attribués au changement climatique qui touchent à des questions vitales, la disponibilité en eau, les rendements agricoles, les enjeux en termes de santé, notamment pour ceux qui souffrent directement des extrêmes chauds, mais également des villes dont les infrastructures sont endommagées, notamment avec des événements de pluie extrêmes plus fréquents et plus intenses. Et enfin, l'ensemble des écosystèmes sont affectés, nous en dépendons. Donc cela touche à la répartition des espèces, cela touche également au rythme saisonnier, la phénologie, mais cela se manifeste également par des mortalités de masse, coraux, gorgones, arbres, et enfin une dégradation des écosystèmes et une perte des services et de leurs fonctions. Diapo suivante. Donc le monde plus chaud, différent, que vont connaître les générations d'aujourd'hui et futures, va dépendre des choix que nous effectuons maintenant et à court terme. Donc vous avez le réchauffement à ce jour avec les barres de couleur, et ensuite 5 futurs possibles, contrastés. Au milieu, intermédiaire, ce sont des émissions de gaz à effet de serre qui stagnent dans le monde encore quelques décennies avant de baisser lentement. Cela ressemble aux politiques publiques actuellement mises en place. Et dans ce cas-là, les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés ou proche de 1,5 degré, seront dépassés. On dépasserait 1,5 degré au début des années 2030 et on dépasserait 2 degrés au niveau planétaire autour de 2050. On irait vers quelque chose proche de 3 degrés en fin de siècle. On ne peut pas exclure au-dessus un réchauffement plus élevé, même si les scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre sont considérés comme moins plausibles. On ne peut pas l'exclure en cas de recours croissant aux énergies fossiles. Et on ne peut pas l'exclure si la réponse du climat ou du cycle du carbone est dans la plage la plus haute qu'on est capable d'évaluer aujourd'hui. Par contre, on est capable d'infléchir la tendance à condition d'engager une baisse massive des émissions de gaz à effet de serre dans les années qui viennent au niveau mondial. Et dans ce cas-là, on pourrait, en une vingtaine d'années,
avoir un effet discernable sur le rythme du réchauffement et des bénéfices plus rapides pour la qualité de l'air. Diapo suivante. Donc les futurs possibles dépendent des choix que l'on prend maintenant. Diapo suivante. Et le point important qu'on souligne, c'est qu'il n'y a pas un seuil en dessous duquel on est protégé et au-dessus duquel tout s'est amplifié. Chaque incrément de réchauffement supplémentaire amplifie les extrêmes chauds, amplifie les contrastes pour l'humidité des sols et notamment une baisse graduelle, une aridification dans les régions de climat méditerranéen, mais aussi par exemple du côté de l'Amazonie, et amplifie les extrêmes de pluie les plus intenses. Diapo suivante. Donc là, ce sont quelques-uns des résultats quantitatifs qui montrent que dès aujourd'hui, dans les régions tropicales, on rencontre plusieurs jours par an des conditions de chaleur et d'humidité qui sont dangereuses pour une activité physique en extérieur. Ces conditions s'intensifient pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, avec des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer, notamment pour les personnes qui ne peuvent plus travailler en extérieur, dont les revenus diminuent. Ces conditions chaudes conduisent également parfois à des chutes de rendement agricole, et cela se conjugue pour bloquer en fait l'accès à l'alimentation, coût de l'alimentation et revenus contraints. Donc cela peut constituer des pièges de pauvreté particulièrement difficiles à gérer. Néanmoins, en ce qui concerne la morbidité, la mortalité liée à la chaleur, les risques ne dépendent pas que du niveau de réchauffement planétaire, ils dépendent des stratégies d'adaptation mises en œuvre et notamment des investissements dans les systèmes de santé, de la planification de l'adaptation. Diapo suivante. Si l'on regarde les effets sur les espèces animales, ici sur la base de peu près 30 000 espèces étudiées, vous voyez que chaque incrément de réchauffement en plus risque d'entraîner une perte de diversité biologique, notamment dans les régions tropicales, ce qui souligne les enjeux de réduire tous les autres facteurs de stress pour les écosystèmes, conservation, protection, restauration des écosystèmes. Donc cette dimension de solutions dites fondées sur la nature, où on met au même niveau les enjeux climat et les enjeux biodiversité, compte tenu de notre dépendance à la santé de ces écosystèmes. Diapo suivante. Alors, cette diapo, je l'utilise juste pour souligner la chose suivante. On a des enjeux pour les écosystèmes terrestres qui vont s'amplifier à mesure du réchauffement planétaire, notamment les dommages liés aux incendies, les mortalités d'arbres. Cela veut dire qu'on risque de perdre un service clé rendu par les écosystèmes terrestres qui absorbent aujourd'hui, chaque année, 31% de nos rejets de dioxyde de carbone. Si on atteint un niveau de réchauffement de l'ordre de 2 degrés, ce puits de carbone, comme le puits océanique, risque de perdre en efficacité, ce qui contraint en fait notre marge de manœuvre. Donc on voit qu'en fonction du niveau de réchauffement planétaire, certaines des solutions qui existent aujourd'hui vont perdre en efficacité et on va aussi atteindre des limites, notamment aux solutions d'adaptation qui s'appuient sur les écosystèmes. Diapo suivante. Alors si l'on regarde en termes de production alimentaire, on a déjà observé une baisse du potentiel de prise de pêche dans les océans tropicaux et cela va s'accentuer pour chaque incrément de plus. Et ne vous fiez pas à la couleur verte qui suggère une augmentation du potentiel de prise de pêche dans les tropiques. Il reste une incertitude très forte sur la compréhension complète des interactions d'écosystèmes. Pour le maïs, on s'attend à une baisse de rendement sur les espèces cultivées actuellement pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Donc c'est pour cela, diapo suivante, qu'on voit qu'on est devant des enjeux majeurs, y compris pour la sécurité alimentaire. Mais les enjeux de sécurité alimentaire ne dépendent pas que du niveau de réchauffement planétaire, ils dépendent aussi des choix en termes de développement. Et ce qui permet de limiter les risques, c'est une maîtrise de la croissance démographique, des revenus élevés avec des inégalités réduites, des systèmes de production alimentaire résilients à faible émission, une réglementation efficace de l'utilisation des terres, notamment pour préserver le foncier agricole, et une forte capacité d'adaptation. Et des tendances opposées, au contraire, vont exacerber les risques liés au changement climatique. Diapo suivante. Alors, je veux juste préciser que certains changements que l'on met en œuvre maintenant auront des répercussions à l'échelle de siècles et de milliers d'années, notamment via la montée du niveau de la mer,
Les glaciers mettent des dizaines d'années à s'ajuster au climat d'aujourd'hui, l'océan profond des siècles, même chose pour le Groenland et l'Antarctique. Et les mesures pour faire face à la montée du niveau de la mer, qui vont concerner 1 milliard de personnes à horizon 2050 par les aléas locaux, demandent une planification à long terme. Certaines des mesures d'action auront des limites dures en cas d'accélération supplémentaire de la montée du niveau de la mer, tout ce qui s'appuie sur les écosystèmes littoraux ou le déplacement de sédiments notamment. Diapo suivante. Donc à retenir, chaque tonne de CO2 émise contribue à un réchauffement supplémentaire. Ce constat géophysique n'a fait que s'affiner. Cela veut dire que si on veut réussir à limiter le réchauffement à un certain niveau, notre marge de manœuvre, elle s'exprime par un budget carbone résiduel. Diapo suivante. On avait montré dans le rapport sur 1,5 degré en 2018 que ce serait très difficile de contenir le réchauffement à 1,5 degré. 5 ans après, avec des émissions qui ont continué à augmenter, le défi est encore plus grand. Si l'on regarde le budget résiduel pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, on se rend compte que si les émissions restent au niveau de 2020 pendant une dizaine d'années, alors ce budget sera explosé. Les infrastructures fossiles existantes, si elles sont utilisées sur leur durée de vie prévue, sans élimination de leurs émissions de gaz à effet de serre, exploseront ce budget. Chaque infrastructure fossile qui est mise en place en plus va acter des incréments de réchauffement supplémentaires. Diapo suivante. Donc limiter le réchauffement à un niveau le plus proche possible d'1,5 degré et largement sous 2 degrés, ce qui est essentiel pour éviter de dépasser des limites dures à l'adaptation sur les ressources en eau, sur les rendements agricoles. Ça demande des réductions immédiates, rapides, profondes des émissions de gaz à effet de serre. Les petites moustaches sur le graphique du haut, ce sont les émissions estimées en 2015 et 2019. Donc depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat, ça a continué à augmenter. La courbe en rouge, c'est une projection par rapport aux politiques publiques qui sont actuellement mises en place. La petite barre verte montre le résultat des promesses des différents États à horizon 2030, si elles sont toutes réalisées. Vous voyez que ce n'est pas à la hauteur du rythme de baisse nécessaire si l'on voulait être sérieux pour limiter le réchauffement dans quelques décennies, proche de 1,5 degré et largement sous 2 degrés. Diapo suivante. Si on dépasse un certain niveau de réchauffement planétaire et qu'on veut revenir en arrière, alors en fait cela dépendrait de notre capacité à éliminer du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable. Certaines options d'action physico-chimiques ont des coûts, une consommation d'énergie associée. D'autres options qui sont liées à l'utilisation des terres peuvent rentrer en conflit avec les droits fonciers, avec la préservation de la biodiversité ou avec la production alimentaire. Donc le déploiement de telles méthodes pose des questions de faisabilité, de soutenabilité et de risque. Donc les risques liés au climat ne sont pas que les risques du changement climatique lui-même, mais aussi des actions qui seront mises en place pour y répondre et qui peuvent créer des risques nouveaux. Diapo suivante. Donc dernier volet, notre rapport souligne comment accélérer l'action. Diapo suivante. Il montre qu'il existe de nombreuses options faisables, efficaces, abordables, disponibles maintenant pour s'adapter à un climat qui change et pour réduire les émissions. Je ne vais pas vous en faire la liste, simplement on l'aborde à l'angle de transition de grands systèmes et bien sûr en premier lieu le système énergétique, avec les enjeux de penser leur fonctionnement résilient dans un climat qui se réchauffe, tout en engageant à la fois des options, disons, disponibles à moindre coût et des transformations de fond cette décennie. Donc de multiples leviers d'action dans le secteur de l'énergie, mais aussi le secteur des terres, de la gestion de l'eau et du système alimentaire, en agissant à la fois sur les modes de production, mais aussi sur la demande, qui est critique pour ne pas avoir des systèmes qui enflent et qui sont encore plus difficiles à décarboner par la suite. Diapo suivante. Donc les autres systèmes qu'on aborde, c'est bien sûr les villes, les infrastructures urbaines, les systèmes de santé, et enfin, plus largement, l'organisation sociale de la société, donc qui touche à la fois sur les moyens de subsistance, l'économie, avec l'enjeu d'intégrer notamment l'adaptation dans les systèmes de sécurité sociale, ce qui n'est pas fait à ce jour, et également les opportunités du côté industriel de la gestion des déchets, qui en fait en filigrane
pose à chaque fois la question d'anticipation des reconversions et la mise en œuvre de transitions justes pour aligner en fait l'action pour le climat et des politiques d'emploi. Diapo suivante. Donc, les actions qu'on met en place maintenant peuvent faire toute la différence pour obtenir leur maximum de potentiel dans les décennies qui viennent. Et les politiques publiques, les infrastructures jouent un rôle clé pour rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone en limitant en fait la demande en énergie, en eau, en matériaux non renouvelables, en terre. Donc intégrer cette dimension, en France on parle de sobriété, de maîtrise de la demande, c'est une condition clé en fait pour pouvoir atteindre des émissions de CO2 à zéro net en quelques décennies. Diapo suivante. Alors la question des financements et les critiques, ce graphique avait sauté dans le rapport du groupe 3 du GIEC. On a réussi à le réintroduire dans le rapport de synthèse. Il montre en fait le déficit de financement uniquement pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui est d'un facteur 2 à 6 selon les régions, notamment dans les pays en développement, et notamment dans le secteur des terres, où c'est là où on a le plus grand manque de financement qui permettent de déployer des méthodes d'agroécologie, qui permettent en fait d'avoir de multiples bénéfices, notamment pour les petits exploitants agricoles, pour qu'ils puissent être acteurs aussi de ces transformations. Diapo suivante. Donc les enjeux à changer d'échelle, c'est d'éviter d'atteindre des limites dures à l'adaptation, l'escalade des pertes et des dommages et des coûts associés. C'est aussi éviter la maladaptation, les effets de verrouillage sur les infrastructures que l'on met en place et pouvoir initier des changements transformateurs. En s'appuyant sur les co-bénéfices, puisque de nombreuses actions d'atténuation ont des bénéfices en termes de qualité de vie, en termes de santé, qualité de l'air, mobilité active, alimentation saine notamment. L'adaptation peut aussi avoir de nombreux bénéfices, améliorer la productivité agricole, la sécurité alimentaire, préserver la biodiversité, assurer une stabilité des revenus, notamment pour les exploitants agricoles, avec également des bénéfices en termes de santé et de bien-être. Et comme je le soulignais, la résilience est renforcée en intégrant l'adaptation dans les programmes de protection sociale. Mais cela demande aussi de réconcilier des intérêts, des valeurs, des visions du monde divergents pour construire des résultats qui soient perçus comme équitables et justes. C'est un enjeu de confiance et de motivation à changer d'échelle. Donc le besoin de politiques publiques intégrées qui mettent en priorité l'équité, l'inclusion et les processus de transition juste. Diapo suivante. Donc, les enjeux de gouvernance sont largement soulignés dans ce rapport de synthèse, avec le besoin d'une vision claire du changement, le fait de faire évoluer les cadres institutionnels, les lois, les politiques et les stratégies pour intégrer en fait partout les dimensions liées au changement climatique, le fait de construire des déclinaisons transverses aux différents domaines et aux différents niveaux, typiquement de l'échelle internationale à l'échelle des collectivités territoriales, s'appuyer au maximum sur des solutions multisectorielles pour éviter d'avoir des tensions entre les actions mises dans les différents secteurs, définir des objectifs qui reflètent des choix de société équilibrés, identifier des priorités avec des moyens de suivi et d'évaluation, construire des moyens de prise de décision inclusives, transparentes et équitables. Cela demande de nouvelles capacités institutionnelles, des institutions efficaces et surtout des processus de coproduction et de création de consensus. Et on voit à quel point aujourd'hui c'est un enjeu considérable de vie démocratique. Cela demande aussi d'intégrer de multiples formes de connaissances. J'ai mis l'accent sur les connaissances scientifiques, mais on a aussi les connaissances des peuples autochtones, les connaissances des acteurs de terrain, et on a besoin de les articuler et de les intégrer pour construire des réponses adaptées à chaque contexte et qui soient socialement souhaitables et acceptables. Et enfin, certains aspects d'action pour le climat peuvent avoir des effets redistributifs difficiles. Le rapport souligne le besoin d'anticiper les mécanismes de redistribution, notamment en lien avec, par exemple, l'évolution de la fiscalité, l'arrêt des subventions aux énergies fossiles ou la taxation du carbone. Donc la redistribution est une condition clé de la réussite de ce type de paquet de mesures. Et donc, dernière diapo, on a en fait ce type de représentation très schématique qui montre qu'en agissant rapidement pour construire ce qu'on appelle un développement résilient face au climat, donc qui intègre la soutenabilité dans toutes ses dimensions,
l'adaptation, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, il est possible de construire un avenir qui soit viable et soutenable, mais avec, devant chaque choc, chaque crise, l'enjeu de tenir le cap par rapport aux enjeux face au climat et en ayant une conscience aiguë des implications à long terme. Donc tout ce qui permet de valoriser les transformations, de limiter les risques face au climat, ne peut fonctionner qu'en s'appuyant sur l'équité et la justice. Voilà, donc je voulais juste partager avec vous ce bref état des lieux en espérant vous donner envie de plonger dans les 30 pages de résumé pour décideurs, 100 pages de rapports longs, et en soulignant à quel point les choix que l'on fait maintenant n'ont pas que des implications à court terme, mais notamment sur les écosystèmes ou la montée du niveau de la mer, des répercussions à très très long terme, ce qui souligne la responsabilité à intégrer à haut niveau en fait ces dimensions dans ce que les systèmes d'organisation sociale que l'on met en place. Merci. Un très grand merci à la fois pour l'ampleur de ce qui a été présenté et puis pour la capacité de synthèse que vous avez développée. La dernière partie, bien sûr, montre à quel point il y a convergence avec des moyens différents et des pratiques différentes dans notre société vers la transformation de nos institutions au sens large. Le rapport à la démocratie, le rapport à la connaissance, et je pense que c'est aussi un vrai sujet en tant que tel. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait, si vous en êtes d'accord, prendre quelques questions ou remarques dans la salle. Il y a des micros. Alors, levez la main si vous voulez dire un petit mot, poser une question à Valérie Masson. Oui. Voilà. Oui, Daniel Hoffnung, coprésident de la coordination Île-de-France. Il se trouve que j'ai été invité à participer à une conférence à Dharwad en Inde sur gestion de l'eau et changement climatique. Et on a eu une intervention qui était extrêmement intéressante en plénière de Chandrasekhar Biradar, qui est directeur du CIFOR. Alors je ne sais pas si vous connaissez le CIFOR pour l'Inde et l'Asie continentale. Et il a présenté des courbes. La courbe continuée comme maintenant, qui donnait, il a présenté lui 4 degrés en 2100. Il a présenté une courbe où on arrêtait la déforestation, on commençait à reforester, on commençait à modifier un certain nombre de pratiques agricoles, on arrivait à 2 degrés de réchauffement, et la courbe où on changeait, y compris de consommation, c'est-à-dire on allait vers manger excessivement moins de viande ou plus de viande du tout, on changeait complètement les systèmes agricoles, une transition agricole mondiale, et bien là, on arrivait à la température de l'ère pré-industrielle en 2100. Donc c'est quand même important de prendre en compte, je crois, l'influence du cycle de l'eau, l'influence de la forêt, énorme de la forêt, et on peut peut-être arriver à des scénarios beaucoup plus optimistes que ce que vous nous avez montré. Je vous remercie. Merci. Donc effectivement, l'évolution de l'alimentation fait partie d'un certain nombre de leviers d'action. Et si l'on regarde pour arriver à la neutralité carbone, le premier secteur à transformer, c'est le secteur de l'utilisation des terres, et notamment en arrêtant la déforestation le plus rapidement possible pour pouvoir s'appuyer sur une capacité d'absorption par la réponse naturelle de la forêt dans la deuxième moitié de ce siècle. Le deuxième secteur le plus important pour des transformations de fond, c'est le secteur de l'énergie, pour en fait sortir le plus rapidement possible de l'utilisation des énergies fossiles et valoriser au maximum toutes les formes de production d'électricité et de chaleur bas carbone pour assurer les besoins de l'humanité. Donc ce n'est pas opposer les différents secteurs, mais c'est les articuler au mieux en jouant à la fois sur les systèmes de production et la demande qui ressort dans ces évaluations.
Et l'Inde, dans les rapports du GIEC, porte une voix très forte sur les questions d'équité, toujours. Allô ? Ouais, merci. Oui, bonjour Bertrand Harret. Un grand merci pour toute cette synthèse et l'immense travail fait notamment pour les deux rapports, le rapport 1 et 2. Toutefois, j'ai une question, peut-être ai-je mal compris, mais il semblerait que dans le rapport 3, ce que vous appeliez auparavant préconisation, vous appelez maintenant option d'atténuation, liste toute une série de solutions, et notamment beaucoup de solutions de géo-ingénierie, la captation du CO2, le fait d'envoyer des particules pour bloquer les rayons solaires, et voilà, qui est une façon, par des procédés industriels, d'essayer de changer un petit peu le climat. Alors, est-ce que j'ai mal compris, ou est-ce que vous mettez vraiment en avant ces solutions de techniques industrielles pour changer le climat, et en allant vers une société de toujours plus de croissance, le GIEC étant à la base, à l'origine avec le G7, dont l'option première, l'article 1er, parle de croissance économique. Alors, donc le GIEC a pour mandat d'évaluer l'état des connaissances et de le communiquer de manière neutre, non prescriptive. Donc il n'y a jamais de recommandation, il y a plutôt une formulation du type si on veut atteindre tel objectif, alors quels sont les leviers d'action disponibles, leurs limites, leurs effets indésirables, leurs co-bénéfices. Donc ça a toujours été de cette manière-là. Et ensuite, au-delà de la création du GIEC à l'époque, à l'initiative du G7, c'est un organisme intergouvernemental et donc c'est un travail qui se fait en co-construction entre, je vais dire, la communauté scientifique et les représentants des différents pays qui ont tous des agendas assez contrastés, on va dire. Donc pour que le constat scientifique soit reconnu par tous, il faut juste qu'il soit extrêmement rigoureux et solide. Donc sur les options de réponse pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre, on va distinguer deux choses, ce que vous appelez géo-ingénierie. Sur la manipulation ou la modification du bilan radiatif de la Terre, c'est à part, ça n'est pas évalué dans les options de réponse et c'est plutôt analysé à l'angle d'éventuels risques nouveaux, y compris par l'absence de gouvernance de la haute atmosphère. Dans un contexte où on a des États et des multinationales qui maîtrisent des technologies spatiales, et donc on souligne les enjeux éthiques et les questions de gouvernance, et c'est abordé explicitement dans chacun des rapports. Ensuite, sur le fait d'atteindre des émissions mondiales égales à zéro net pour le dioxyde de carbone, il y aura des secteurs très difficiles à décarboner. Il y aura des émissions résiduelles, et donc dans toutes les trajectoires socio-économiques, les milliers qui sont évalués, on aura besoin d'être capable d'éliminer du CO2 et le stocker de manière durable. Et pour cela, il y a des options technologiques, donc industrielles, mais il y a aussi des options liées à l'utilisation des terres et la capacité à augmenter en fait le stockage de carbone dans les sols ou restaurer des écosystèmes. Et là où on met un gros point de vigilance, c'est tout ce qui touche à des modifications de l'utilisation des terres, notamment pour la forestation ou la culture de biomasse pour l'énergie, ou encore une fois, c'est quelque chose qui peut créer des risques nouveaux en interagissant avec les droits fonciers, avec les écosystèmes ou la sécurité alimentaire. Mais c'est très difficile d'imaginer d'atteindre des émissions dues aux activités humaines égales à zéro sans être capable d'éliminer une partie d'émissions résiduelles. Merci beaucoup pour cet exposé. J'ai une question un peu délicate, enfin compliquée, je crois, qui est la question au fond simple suivante. Vous situez l'échéance à 2 ou 3 générations, 2100. Mais les effets des efforts de ces 2 ou 3 générations se produisent sur des millénaires, avez-vous dit. Qu'est-ce qui nous garantit que les efforts que nous allons faire maintenant, compte tenu des systèmes et de leur complexité, ne vont pas produire des effets beaucoup trop tard? Alors, en fait, peut-être que je n'ai pas été assez claire, mais l'enjeu, il est maintenant. L'enjeu, il est dans ce qu'on va être capable de faire cette décennie. Compte tenu des retards à agir précédemment, si on n'engage pas une transformation de fond cette décennie, et tous azimuts,
dans tous les secteurs d'activité, on va acter la poursuite du réchauffement sur plusieurs décennies qui va affecter les conditions de vie avec des enjeux majeurs pour la santé humaine, le bien-être humain et la santé planétaire. Donc l'enjeu, ce n'est pas ce qu'on va faire dans 100 ans, c'est ce qu'on va faire cette décennie et qui aura des conséquences à très long terme. Oui, bonjour et merci. J'avais une question sur l'impact du méthane. On en a parlé rapidement. Ça rejoint aussi la question de l'agriculture avec l'élevage. On entend dire que le méthane a un impact très important, notamment avec les fuites qu'on peut constater à certains endroits. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce sujet? Merci. Donc, le méthane, c'est le deuxième gaz à effet de serre dû aux activités humaines qui pèse le plus sur le réchauffement à ce jour, après le CO2. Il a une durée de vie assez courte dans l'atmosphère, une dizaine d'années. Après, il donne lieu à des pouillèmes de CO2, puisqu'il est détruit dans l'atmosphère. Il interagit avec la chimie atmosphérique comme précurseur de la formation d'ozone en surface, qui est un gaz à effet de serre et un polluant toxique pour la santé respiratoire et la croissance des plantes. Donc, agir sur le méthane, ça permettrait d'éviter une baisse typiquement d'un tiers des émissions de méthane cette décennie. Ça pourrait permettre de limiter sur une dizaine d'années le pic de réchauffement à horizon de l'ordre d'un ou quelques dixièmes de degré, pas plus. Et ensuite, ça permettrait aussi de jouer sur l'amélioration de la qualité de l'air. Dernière chose, si on décarbone nos systèmes énergétiques, nos véhicules, on émet moins de CO2, mais on émet aussi moins de particules de pollution qui ont un effet parasol. Ces particules de pollution, elles ont une durée de vie courte dans l'atmosphère. Donc réduire les émissions de méthane, ça permet aussi de contrebalancer la perte de leur effet de masque, de gagner plus sur la qualité de l'air et de ne pas avoir de pénalité entre guillemets pour le climat. Donc il y a ces multiples dimensions. Donc les émissions de méthane, elles sont tirées à la hausse par les fuites associées aux énergies fossiles, mines de charbon, réseaux de distribution du gaz, etc. Et elles sont aussi tirées à la hausse par l'élevage de ruminants dans le monde. Et enfin, dans un climat qui se réchauffe, on peut avoir aussi plus de production de méthane dans des zones humides ou du fait du dégel des sols gelés de l'Arctique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cela qui tire les émissions à la hausse, ce sont nos activités. J'avais une question sur la synthèse par rapport au rapport la synthèse courte pour décideurs et la synthèse de 100 pages des scientifiques. Parce que la synthèse courte pour décideurs est négociée, je peux dire, avec les gouvernements et les politiques. Donc, qu'est-ce qui a sauté? Qu'est-ce que les scientifiques ont pointé dans la synthèse de 100 pages qui, en fin de compte, n'est pas apparu dans la synthèse courte? Alors donc le rapport de synthèse, il a été rédigé par une centaine de scientifiques qui étaient précédemment auteurs des autres rapports. Donc le document de 100 pages, c'est vraiment comment on intègre ces différentes connaissances de manière transparente et traçable au rapport sous-jacent. Et ensuite, l'idée pour le rapport court, c'était être clair, concis, aller à l'essentiel pour que ce soit un document plus facile à lire. Alors, moi, je ne dis pas négocier, au sens où le dernier mot, il est toujours pour les scientifiques qui ont rédigé le rapport, dans le dialogue avec les représentants de tous les pays. Mais les représentants de tous les pays, quelque part, peuvent avoir un droit de veto s'ils souhaitent que quelque chose n'y apparaisse pas. Sur ce résumé court, on n'a rien perdu, aucun élément de texte, aucune figure. C'est déjà arrivé dans le passé, ça n'était pas le cas. L'attention était constante. On voit aussi monter le niveau de compétence des représentants de tous les pays du monde sur le contenu scientifique. Chaque chose résonne en fait. On a rajouté à peu près 27% de mots en plus pour tenir compte des besoins d'information propres à chaque contexte, on va dire. Je crois que la seule chose qu'on peut percevoir comme étant peut-être ambiguë, c'est notamment à la demande des pays producteurs d'énergie fossile, de ne pas dire on doit sortir des énergies fossiles, mais de dire on doit sortir des énergies fossiles sans captage et stockage. Et d'un autre côté, c'est juste que si on exploite des énergies fossiles avec captage et stockage, on n'aura pas d'émissions vers l'atmosphère. Néanmoins, ça renchérit leurs coûts. Et donc je crois que cela illustre qu'aujourd'hui la question est de confronter énergie fossile avec captage et stockage versus
autres sources d'énergie. D'un point de vue économique, c'est ça qui est nécessaire de faire maintenant. Et vous trouverez un compte-rendu détaillé de la session d'approbation sur le site d'observateurs extérieurs qui s'appelle Earth Network Bulletin, qui observe toutes les négociations internationales, les approbations des rapports du GIEC, et qui ont fait une description détaillée de quel pays a fait quelle intervention sur quel sujet, qui fournit la transparence sur cette étape d'approbation des rapports. Oui, Isabelle Couradin de l'Institut Cité écologique. Merci pour votre résumé de ces travaux. Vous arrivez maintenant au dernier rapport là, du GIEC. Moi, ce que je lis, donc, c'est que l'action pour le climat, pour être efficace, doit être juste, inclusive et basée sur le partage des connaissances. Alors justement, bon, vous avez répondu en partie à la dernière question. Comment faire ce lien justement, cette connaissance scientifique largement partagée maintenant, avec cette montée en compétences aussi de pas mal de gens, mais pour le terrain, on a peu de temps pour le mettre en application, et je vois aujourd'hui des actions qui vont complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, aussi bien au niveau national, mais au niveau local. Et autant le climat, c'est assez intégré pourtant aujourd'hui, mais au niveau des milieux naturels, pas du tout. Vous avez parlé de la biodiversité, qui est pourtant le meilleur puits de carbone. Comment faire en sorte aujourd'hui pour que ça aille assez vite? C'est-à-dire que comment cette communication peut se faire au niveau local, national, international, pour le plus grand nombre aussi, de façon à ce qu'on tienne quand même les délais pour rester dans des courbes, on dira, assez correctes pour sauver notre futur. Merci de répondre à cette difficulté. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour poser cette question-là. Moi, je crois beaucoup à la vocation émancipatrice des connaissances. Donc, bien sûr, il y a des enjeux de formation, d'éducation, mais il y a aussi le côté de dynamique collective qui permet de faire évoluer les normes, les valeurs. Je pense aussi qu'on a besoin que, notamment les élus, rendent compte par rapport aux politiques publiques qui sont mises en œuvre pour s'assurer de leur soutenabilité, finalement de leur cohérence avec même les engagements que la France, l'Union européenne a pris. On voit que c'est insuffisant. Et puis j'avais un dernier point que je voulais mentionner par rapport à votre question qui était le suivant. Dans les discours publics et dans les évaluations du GIEC, on aborde aussi les barrières. Dans les barrières, il y a bien sûr le déni, il y a bien sûr le fait qu'il y ait des relations de pouvoir entre ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change et puis le bien commun, on le voit très nettement. Cela nourrit un ensemble de discours d'inaction. Dans le passé, ces discours d'inaction visaient à nier la réalité du changement climatique ou sa gravité ou la responsabilité humaine. Donc c'est quasiment plus tenable maintenant. Et par contre, on a un foisonnement de discours qui vise à saper la confiance ou la crédibilité de chaque levier d'action qui existe, voire à les opposer. Et là, je pense qu'on a besoin d'armer aussi les citoyens pour qu'ils soient éclairés par rapport à ce foisonnement de désinformation qui vise à les paralyser aussi. Oui, merci. Alors justement, ma question était complètement dans la droite ligne de celle-ci. Puisque le GIEC aujourd'hui c'est un organisme à l'échelle qui travaille à l'échelle planétaire et la question c'est finalement je vais le dire comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas une déclinaison par pays du GIEC de telle façon que puisque les républiques écologistes, les démocraties laïques, elles sont à l'échelle des pays. Et donc, si on veut contraindre au niveau d'une démocratie, d'un territoire, l'évolution dans le bon sens, eh bien, il faut, y compris des prescriptions dans ce sens. Donc voilà, est-ce que, à votre avis, parce que d'ailleurs, ça a été dit par quelqu'un, ce sera peut-être le dernier rapport, parce qu'au niveau planétaire, ça ne sert plus à rien. Quelqu'un a dit ça. Oui, peut-être, mais alors maintenant, pour passer à l'action, il faut passer au niveau des territoires. Alors moi personnellement je pense qu'on aura besoin d'évaluation collective de l'état des connaissances, notamment parce que maintenant on teste, on expérimente, on a besoin d'un cadre pour évaluer de manière rigoureuse ce qui fonctionne, l'efficacité, les limites, de plus en plus en fait. Donc ça justifie aussi d'une autre manière les rapports du GIEC et le prochain cycle démarre en juillet
Et il est déjà acté qu'il y aura un rapport spécial sur les villes et le changement climatique, compte tenu de l'importance des villes, 2/3 de la population mondiale, 70% des émissions de gaz à effet de serre, et le lieu où on a besoin d'intégrer résilience, gestion de risque, adaptation, et avec tous les leviers d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris par la forme des villes, l'économie circulaire et beaucoup d'autres leviers d'action. Et par rapport à votre question, le GIEC il a un mandat qui est limité, des ressources qui sont très limitées. Ce qu'on voit monter en puissance, c'est la mise en place d'équivalents à l'échelle par exemple des collectivités territoriales qui vont être chargées dans un contexte donné d'être aussi source d'appui à des politiques publiques pour fournir des éléments factuels, pour éclairer des politiques publiques, voire co-construire les connaissances qui sont nécessaires pour l'action à l'échelle d'une collectivité, d'un territoire ou d'un secteur d'activité. Mais par contre, la différence, c'est que nous, quand on fait nos rapports, on a les représentants de tous les pays qui finalement les filtrent, en font un super contrôle de qualité, les relisent, y participent. Donc c'est une co-construction et à la fin les endossent. Et on n'a pas l'équivalent dans d'autres contextes. On n'a pas en fait de mécanisme, par exemple, où le Parlement français endosse un constat scientifique de sorte à l'intégrer dans sa propre prise de décision. Et je crois que cette partie toute particulière du GIEC manque d'équivalent qui permet à des élus, par exemple, de s'approprier l'état des connaissances scientifiques et de les faire siennes. Bonjour, merci. Je vais être un peu provocateur, si vous permettez. Parfois, on a l'impression que quand on lit un peu les différents rapports du GIEC, c'est comme si on était un peu dans un monde, pour les libéraux, les néolibéraux économistes, dans un monde de concurrence pure et parfaite. On sait que ça n'existe pas. Or, aujourd'hui, quand on lit un peu le rapport du GIEC, les différents, c'est plutôt, on est dans un monde un peu apaisé, serein, on peut prendre apaisé, serein, pas de conflit, et donc on peut prendre des décisions. Or, ce n'est pas la réalité. On est dans un monde de tensions permanentes qui ne cessent d'augmenter, et des conflits permanents qui ne cessent également d'augmenter dans le monde. Et par conséquent, prendre des décisions d'inclusivité, de démocratie transversale, c'est très difficile, surtout lorsque, de plus en plus, on est en face de l'augmentation des régimes autoritaires. Je parle au niveau planétaire. Donc, comment faire intégrer, et les militaires sont très intéressés à ça, puisque ce sont les premiers intervenants dans ces conflits, de plus en plus. Comment intégrer ces paramètres de tension, de conflit, qui font que prendre des décisions de manière planétaire, qui ne s'intéressent pas simplement à l'Europe, mais également d'autres parties du monde importantes, qui représentent plus de 75 à 80% du monde, puissent permettre de devenir optimiste, c'est-à-dire dans la décennie. Dans la décennie, on sait qu'un conflit important mis 10 ans, 15 ans à se résorber, lorsqu'on prend la décision. Or, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et donc, lors du sommet Forest à Libreville, en discutant avec des responsables politiques venant du pays du Sud, qui sont concernés par des conflits qui les vivent, c'est un peu hors sol. Donc, comment les scientifiques puissent intégrer ces variables, je parle de la recherche scientifique, qui sont percutées par ces conflits. Merci. Je n'ai pas de réponse simple et vous mettez le doigt sur un aspect essentiel. Ce que je veux aussi souligner, c'est que dans les pays du Sud, devant des gouvernances difficiles, la question posée par les scientifiques des pays du Sud, qui ont un poids croissant dans la rédaction des rapports du GIEC, c'est aussi quels sont les cadres de prise de décision qui ne sont pas que ceux qui passent par la gouvernance à l'échelle nationale. Donc il souligne aussi le rôle des collectivités locales, où souvent les décideurs sont plus en prise en fait avec la société. Il souligne aussi les initiatives qui viennent de la base. Et enfin, la question qui est souvent posée, c'est comment mieux réguler le rôle des multinationales qui souvent imposent leur agenda dans des cadres de gouvernance fragiles. Je n'ai pas de réponse simple. On va prendre encore 3 questions courtes, très très courtes. Oui, donc, vaste sujet. Et donc, Gérard Najman, ancien élu local, citoyen.
Moi, je vois deux choses. Alors, en termes de déclinaison sur les projets locaux, régionaux, on voit effectivement à l'occasion de nombre de projets, je repense au bassin de Saint-Solin, barrage de Sivins, on a une procédure qui existe depuis fort longtemps qui s'appelle l'enquête publique. Bien, on a une réglementation qui date de, je crois, 1977 sur les études d'impact. Tous les gros projets doivent faire l'objet, dans le cadre de l'enquête publique, d'une étude d'impact. Or, on s'aperçoit que sur tous ces projets, tout ce qui est fait, finalement, est remis en cause. J'ai vu le fonctionnement, à la fois en tant que citoyen, en tant qu'élu, comment fonctionne effectivement un commissaire enquêteur, les moyens dont il dispose, les pressions auxquelles il est soumis. On a un vrai problème. La dernière réforme de l'enquête publique date de 1983, Huguette Bouchardot. Depuis, rien n'a changé, alors que effectivement, toutes les approches scientifiques se développent, les citoyens sont beaucoup plus informés. Je crois qu'on a un vrai problème à ce niveau-là. Le deuxième problème que je vois, c'est quand même le problème des institutions et de l'émiettement des responsabilités. Alors, je vais donner un exemple, moi, qui me frappe, c'est par exemple les ZFE. Alors, je prends l'exemple de la métropole du Grand Paris, l'Île-de-France. Le projet de ZFE, c'est une transition au niveau des véhicules. On va remplacer des véhicules sales par des véhicules propres. Ça, c'est l'objet que s'est fixé effectivement la métropole du Grand Paris. D'accord, mais on voit bien les problèmes économiques que ça pose aux ménages. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut offrir des alternatives. Alors, les alternatives, ça peut être quoi? Ça peut être les transports publics, ça peut être les deux roues, par exemple. Bon. Eh bien, là, ce sont d'autres responsabilités, avec d'autres périmètres. Alors, effectivement, les transports publics, c'est la région. La région qui doit décider effectivement de faire évoluer son réseau, sa tarification. On arrive à des incohérences que les citoyens ne comprennent pas. Voilà. Donc je dirais que là, je pense qu'il y a un vrai sujet au niveau des institutions. Je n'ai pas la solution. En tout cas sur l'île de France, peut-être que c'est plus facile sur les métropoles dans les territoires. Merci. Ce que vous soulignez fait aussi partie de l'analyse qu'avait faite l'autorité environnementale, je crois l'année dernière, sur le fait qu'il n'y a pas d'inflexion dans les grandes infrastructures et les grands projets d'infrastructures. Et on pourrait imaginer en fait d'avoir des grilles d'analyse sur les enquêtes d'impact qui permettent de s'assurer de la cohérence avec les trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre au minimum, éviter des verrouillages. Je crois que ça n'est pas fait, pas complètement. Et de la même manière, sur des projets mobilisant des capitaux publics, en fait, de s'assurer de la viabilité des projets dans un climat qui change, pour s'assurer que ça n'est pas une maladaptation, mais qu'on aura des bénéfices à long terme, et ça n'est pas fait. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un potentiel pour mieux aligner les critères de prise de décision avec les enjeux de soutenabilité et de baisse des émissions, en tenant compte aussi des dimensions, bien sûr, sociales. Très bien. Merci. Ulf Clerval de l'Institut Cité écologique et l'Alliance Sciences Société. Je travaille actuellement sur un rapport concernant une technologie qui est considérée comme clé, qui va être délivrée à l'OPEXT en juillet, je pense, on espère en tout cas, sur l'hydrogène. Et quand on auditionne les acteurs de l'industrie, etc., on a un fort sentiment effectivement qu'il y a une instrumentalisation en fait de la nécessité de la décarbonation pour avancer un certain nombre de modèles économiques, de business en fait, certaines technologies. Et donc ça illustre, je pense, pleinement le dilemme démocratique et de la transparence dans ça et la gestion des risques autour, parce que déployer l'hydrogène en France ou n'importe quel pays ou région ou collectivité territoriale, c'est quand même pas du tout neutre au niveau de consommation des ressources et des risques technologiques induits en fait. Et il y a aussi une question d'équité sociale, de l'accès à la technologie. En fait. Donc, dans la prolongation de cela, je me pose la question, effectivement, c'est quel est le rôle de la démocratie
la transparence et la responsabilité dans la médiation entre science et politique publique de l'autre côté. Est-ce que cette condition institutionnelle-là n'est pas clé, en fait, pour qu'on puisse avancer dans le sens... ça fait aussi lien avec la question, ce qui a été posé tout à l'heure. La politique n'évolue pas forcément dans la bonne direction de tout ça, en fait. Quel est le rôle de démocratie, institution, dans la médiation entre science et société? Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous posez des bonnes questions, sachant qu'autour, par exemple, de l'hydrogène, il y a aussi en fait tout un rideau de fumée qui est utilisé avec le potentiel de décarbonation qui existe, notamment pour l'industrie lourde ou pour certaines formes de mobilité lourde en fait. Il y a aussi tout un rideau de fumée qui est fait pour paralyser l'adoption de technologies efficientes qui existent aujourd'hui dans d'autres secteurs. Le pire, je crois, que j'avais vu, c'était au Royaume-Uni, je donne cet exemple pour sortir d'un contexte, où on vend des chauffages à gaz pour des particuliers marqués prêts pour l'hydrogène, sachant qu'il est très peu plausible qu'on décarbonera le chauffage par de l'hydrogène. Voilà. Et donc ça verrouille la dépendance au gaz fossile sous couvert de transition qui n'aura pas lieu. Et ce sont vraiment, je pense, des choses importantes à éviter, à encadrer. C'est une nouvelle forme de greenwashing aussi. Le débat aussi sur les véhicules, par exemple la e-fuel, mérite d'être lu aussi à l'angle de ce que vous soulignez, à la position de l'industrie allemande là récemment, notamment par rapport à une information sincère sur le réel potentiel, les coûts, l'efficacité énergétique associée, voire l'utilisation de terre ou d'énergie pour des choses de niche. Et ça, ce sont des choses importantes à intégrer dans la délibération publique, bien évidemment. Ce n'est pas simplement la technologie, c'est l'usage et l'équité associés aux technologies, voire les dépendances sur de nouvelles importations, finalement, si on utilise de l'hydrogène bleu, par exemple. Oui, bonjour, Antoinette Gull, moi je suis élue écologiste. Ma question rejoint celle précédente. Vous nous avez expliqué, avant je voulais vous remercier, c'était passionnant, donc merci aux organisateurs et puis merci à vous pour la qualité de votre présentation. Ma question portait sur l'énergie, puisque vous nous avez dit que c'était le deuxième levier, on en a tous conscience. Je voulais savoir si, dans les études que vous avez faites, vous avez estimé l'impact du nucléaire, dont on dit qu'effectivement son effet carboné est moindre, mais dont l'impact environnemental sur d'autres éléments, que ce soit les déchets, voire même le risque nucléaire, lui est très important. Donc je voulais savoir s'il y avait un regard scientifique sur cette question, peut-être un peu franco-française quand même, pas tout à fait, mais en tout cas sur cette question qui nous anime aujourd'hui. Merci. Donc je précise que mon employeur est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Moi je travaille dans la branche recherche fondamentale. En général, j'essaie d'éviter de m'exprimer sur le nucléaire pour ne pas donner lieu à la perception de conflits d'intérêts. Mon domaine de compétence, c'est le climat. Donc factuellement, dans les rapports du GIEC, ce qui est souligné, c'est que le nucléaire fait partie des options d'action qui permettent de produire de l'électricité très bas carbone. Ensuite, il y a 3 essentiels leviers pour le nucléaire. Il y a la prolongation des centrales existantes. Il y a des centrales avec un haut niveau de sûreté, mais dont la réalisation prend du temps, avec une augmentation des délais entre le début de projet et leur réalité, donc qui est compliqué à déployer dans le monde sur la décennie qui vient, par exemple. Et puis un troisième levier qui est de petits réacteurs modulaires, on l'entend aussi en France, qui pourraient permettre sur des systèmes énergétiques de venir en appoint à de l'électricité renouvelable intermittente en évitant le recours au gaz. En gros, je caricature un peu. Donc c'est souligné dans les rapports du GIEC. Il y a une augmentation dans beaucoup de trajectoires socio-économiques de la production d'électricité nucléaire dans le monde, avec des contrastes bien sûr selon les choix qui sont faits selon les différents pays. Mais la grosse rupture qui est attendue et que l'on voit se déployer, elle tient à la baisse du coût de la production d'électricité photovoltaïque ou éolienne, notamment offshore dans le monde. Et ensuite, le cas de la France n'est pas le même que le cas d'autres pays, puisque dans d'autres pays, la première source de gaz à effet de serre à l'échelle des pays est souvent la production d'électricité, notamment quand c'est fait avec du charbon ou du gaz. Il y a un enjeu tout à fait important en France à conserver une électricité bas carbone, parce que sinon nos émissions vont augmenter, vu que pour des raisons historiques, c'était décarboné.
Et dans ce cas-là, moi je renvoie plutôt les personnes curieuses au rapport de spécialistes type RTE et aux scénarios qui sont examinés, puisque la question qui est posée en fait n'est pas qu'une question d'électricité bas carbone, elle est une question de quel sera le système énergétique viable avec des enjeux de retour sur investissement public, de compétitivité économique et d'emploi. Et donc ce n'est pas simplement une question d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la meilleure manière de concevoir le système électrique bas carbone qui permettra de décarboner d'autres secteurs avec une augmentation de la demande d'électricité qui est très probable. Merci. Oui, franchement, bravo. Moi, je voudrais vraiment dire un immense merci à Valérie Masson-Delmotte, d'abord d'avoir accepté de répondre à l'invitation d'un sénateur de base et d'un institut de base en cours de création, parce que les échanges qui sont les nôtres montrent, de mon point de vue, deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas s'extraire de la connaissance scientifique pour affronter les défis qui sont devant nous. La deuxième, c'est que cette connaissance scientifique elle-même nous appelle au sujet de la traduction démocratique des choix à faire et la prise de décision politique. Je dis juste deux mots, je suis vice-président de la commission des finances. Je le disais en introduction, on a des questions parfois techniques, notamment est-ce qu'il ne faudrait pas compter différemment les investissements pour la transition écologique des investissements classiques, parce que le risque et les échéances de court terme qui sont devant nous pour éviter des dérapages, enfin des dérèglements dont les conséquences seraient très lourdes, nécessitent qu'on invente un quoi qu'il en coûte écologique, comme on l'a fait face à la crise Covid. La deuxième remarque, plusieurs l'ont évoqué, le sujet démocratique et le sujet de l'interaction entre connaissances scientifiques, légitimité démocratique et investissement citoyen est finalement au cœur de notre journée. Je peux vous dire, comme sénateur, j'ai entendu votre remarque, chère Valérie, sur le fait qu'au fond, le Parlement n'a pas d'accompagnement qui évalue ses propres choix. Et parfois refuse, enfin bon, je ne viendrai pas dans des amendements que j'ai déposés, mais parfois refuse même que des études académiques viennent accompagner un certain nombre de ces choix, au nom de la légitimité d'ailleurs. Légitimité qui est à la fois réelle et à la fois qui est totalement à re-questionner au regard des crises, parce que, encore une fois, les sujets dont on parle demandent des négociations internationales et au plan national des négociations permanente entre engagement citoyen, compréhension des enjeux du moment et des arbitrages. Et les violences que nous connaissons dans notre société montrent à quel point une nouvelle forme de démocratie plus itérative est indispensable si on ne veut pas, au fond, ne répondre que par des risques de réponse de forme dictatoriale ou en tous les cas autoritaire à des sujets. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous remercier de nous inviter à cet effort démocratique d'intégration de vos travaux et de mise en débat. Ce sera l'objet de ce colloque toute la journée. Et encore une fois, un immense merci à vous et à vos collègues qui travaillent pour nous permettre de mesurer les enjeux. Il nous reste collectivement à travailler pour faire face aux enjeux, à l'adaptation et surtout éviter, je finis là-dessus, les maladaptations. J'entends beaucoup dans l'endroit où je siège ce que j'appelle une croyance. Moi, je crois à l'importance des connaissances scientifiques, mais j'entends souvent une croyance que les progrès technologiques résoudront les crises face auxquelles nous sommes. Je pense qu'il n'y a que des réponses démocratiques possibles face à ces crises dans lesquelles la technologie jouera un rôle, mais le partage des choix, des ambitions restera le moteur essentiel. Voilà pour ma part comment je voulais réagir à vos propos en vous remerciant encore chaleureusement. Ouais. Merci beaucoup et restez avec nous.